Salut Amélie et bienvenue ici. On est sur Renaissance psychédélique. Une première question que je pourrais te poser qui pourrait intéresser les personnes, c'est d'où est-ce que tu parles? En fait, quel est ton profil, ton parcours? Alors, donc à la base, je suis scientifique, j'étais, microbiologiste et biologiste moléculaire pendant des années et en 2010, j'ai traversé une énorme crise de vie avec une grande remise en question et je sentais que je voulais changer de travail. Je m'étais toujours intéressée à la psychologie, voilà. Il était temps que je mette mon projet, au monde, mais j'avais énormément de peur. C'était vraiment, quitter un travail salarié, mon Dieu. Enfin donc, je suis rentrée dans un parcours, j'ai commencé à me former et on en reparlera, mais c'est comme ça que je suis arrivée quelque part aux pratiques chamaniques en Amérique du Sud. Et aujourd'hui, pour le coup, je suis psychopraticienne, courant transpersonnel, je suis aussi hypnothérapeute et je me suis également formée au coaching professionnel parce que j'ai une sensibilité, au burn-out et j'ai vraiment envie d'accompagner des gens, sur cette problématique-là. Oui, et on voit passer régulièrement d'ailleurs ces ateliers que tu proposes à Paris sur ces sujets, dont le burn-out. On aura peut-être l'occasion de le réévoquer aussi, ou de mettre un lien vers tes ateliers sous cette vidéo, si ça peut permettre aux personnes que ça intéresse de te retrouver facilement. Ouais, donc et je dirais que tu as aussi un parcours d'entrepreneur finalement, puisque alors déjà chez nous, chez Renaissance, tu as participé à une retraite qui était une retraite pour entrepreneurs, c'était ça le thème. Et c'est vrai que lancer ton activité de psychopraticienne et de coach revient à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Exactement et pour moi, c'est tout un challenge. Moi, je me suis, beaucoup formée sur, la profession, mais être auto-entrepreneuse en tant que telle, c'est un job à part entière et ça, vraiment, j'ai encore beaucoup de mal. Enfin, je vois que ça me confronte beaucoup. J'apprends énormément, j'adore ce parcours, mais alors, ça vient chercher dans mes réserves et donc, j'ai quitté le salariat en 2023. J'ai commencé mon activité fin 2023, officiellement, 1er janvier 2024 et ça vient générer, beaucoup, beaucoup de peur et donc c'était une des raisons pour laquelle je suis venue participer à une retraite avec Renaissance Institute, c'était en mars cette année. J'avais comme intention d'être plus en paix, de gagner en sécurité intérieure, particulièrement, vis-à-vis, de l'argent. Parce que j'ai été, salariée toute ma vie, donc j'ai été complètement habituée, à avoir un salaire régulier et là, je vois que ça vient me chercher dans des peurs, presque archaïques, profondes, la peur du manque, enfin vraiment des choses que j'ai beau aborder en thérapie, il y a des mécanismes peut-être même transgénérationnels, enfin je sais pas, il y a quelque chose à aller voir chez moi, à me rassurer à cet endroit-là. C'était une des raisons, ouais, de venir à cette retraite spéciale, entrepreneur. Et je pense que ce que tu viens de dire, ça doit parler à beaucoup d'entrepreneurs, dont moi. Comme ça, quand on se lance à un moment donné, et de voir tout ce que ça peut effectivement remuer qu'on n'avait pas suspecté Ouais. lorsqu'on était dans un contexte plus confortable de ce point de vue-là, quand on est dans une organisation, qu'on assume un rôle donné et qu'on a un salaire à la fin. Exactement. Ouais. Et alors évidemment, la question qui me vient, c'est donc tu as un parcours finalement avec ces médecines psychédéliques. Peut-être tu peux nous en dire un tout petit peu plus. Et puis aussi, dans une certaine mesure, est-ce que tu dirais aujourd'hui que ça t'a apporté tout ce parcours? Alors déjà, il faut savoir que très jeune, j'avais entendu parler de l'ayahuasca. Je tombe sur des gens qui n'en ont jamais entendu parler. Moi, c'est comme si ça avait toujours été dans le champ. Je pense avec les films de Yann Kounen sûrement, et puis, peut-être ma grande sœur qui m'en a parlé, enfin, je sais pas, ou dans les magazines. Mais alors, c'est un truc, je me suis dit: «C'est pour les fous, jamais de ma vie je ferais ça». Moi, j'étais quand même très, tu sais, à faire mes vacances en tableau Excel, hein. Je viens de la science analytique, même si j'avais une recherche spirituelle, qui a toujours été là, moi, c'est ces gens qui vomissent au fin fond de l'Amazonie, mais jamais de la vie, on me l'aurait dit, je l'aurais pas cru, en fait, hein. Et c'est fou, hein, quand j'y pense et c'est arrivé sur mon chemin d'une manière un peu étrange, donc c'était suite vraiment à cette rupture dans ma vie en 2010, où vraiment là, il y a eu un un choc, hein, clairement. J'ai fait une dépression, je me suis demandé le sens de ma vie, enfin presque une crise de milieu de vie en avance et des problèmes dans mon travail. Est-ce que vraiment je veux faire ça toute ma vie? Enfin, vraiment
Ça m'a mis en quête, qui je suis, en quête spirituelle, quel sens je donne à ma vie et cetera et j'ai commencé à faire du développement personnel et c'est comme ça que j'ai commencé à rencontrer des gens qui revenaient du Pérou, «Ah oui, alors j'ai pris l'ayahuasca» et je me disais: «Oh là là, oh là là, oh là là». Jusqu'au jour, mais c'est un peu bizarre de raconter ça, mais dans un stage, il y a une personne qui parle d'un voyage sur les sites sacrés au Pérou et je sens mais un appel du cœur, quelque chose de physique. Un truc de: «Ah, c'est ce que j'attendais». Donc là, c'était clair, je veux faire ce voyage en novembre 2016 sur les sites sacrés, mais merveille, je rêve d'aller au Pérou. Et là, la personne rajoute: «Ça sera avec des prises d'ayahuasca» et là, il y a, tu vois, une sorte de déconnexion entre le cœur qui dit: «Oui, on y va» et la tête qui fait: «Ah non, 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 moi je fais pas ça, hein». Donc j'ai mis beaucoup de temps, j'ai appelé beaucoup de gens, j'ai parlé avec beaucoup de gens, j'ai fait des stages sur la peur. Faut savoir que je viens d'un côté très anxieux. Au fond, j'ai longtemps été, très anxieuse d'ailleurs, l'ayahuasca m'a beaucoup fait grandir là-dessus. Mais j'ai fini par y aller. Donc je suis partie une première fois, je suis partie plusieurs fois, hein, au Pérou et j'ai fini quand même par aller aussi dans cette forêt amazonienne où j'avais juré de jamais mettre les pieds et ça a été un immense cadeau, ça me oh, il y a toujours, de l'émotion quand j'y pense et je pense à la phrase, tu sais, «Le cadeau est derrière l'endroit où tu as le plus peur». Enfin, c'était vraiment pour moi, ça a été un cadeau, mais qui s'est fait aussi pas tout en douceur, hein. Ma première cérémonie d'ayahuasca, elle a été, ouf, le mot que j'ai, c'est décapsulante, hein. Ça a été vraiment, j'ai mis beaucoup de temps à l'intégrer. Heureusement que j'étais bien accompagnée, que j'étais dans un groupe de francophones, que les hommes et teams qui accompagnaient, avait une démarche un petit peu thérapeutique, enfin un petit peu vraiment thérapeutique, enfin avec un groupe de parole, un accompagnement, heureusement. Parce que sur le coup, je me suis dit: «Mais là, c'était, trop pour moi, quoi». J'étais pas prête à ça, pas prête du tout à la puissance de l'ayahuasca. Et je perçois l'émotion dans ton récit alors que ça fait déjà plusieurs années, Ça va faire 9 ans, tu vois? 9 ans. une étape charnière et puis je reconnais dans tes paroles ce que j'ai souvent entendu, parce que toutes les personnes qui viennent à nos retraites ont toujours un entretien téléphonique avant et il y a énormément de gens qui nous ont dit comme ça, beh: «Je sens que c'est maintenant, en fait». Il y a comme un appel, intérieur que j'ai aussi dont j'ai aussi entendu l'évocation dans tes mots et je reconnais aussi, j'ai envie de saluer tout le courage qu'il t'a fallu pour, voilà, aller jusque là-bas, vers ces cérémonies, voilà, dans l'ombre, où on sait que c'est dur pour le corps et cetera et tu soulignes l'importance d'être soutenu et encadré. Très important. Je sais qu'on a déjà beaucoup échangé là-dessus sur l'importance de l'encadrement, de l'intégration, vraiment, hein. C'est quand même on va toucher des choses, j'ai même regretté à l'époque, j'étais pourtant en thérapie, mais pas vraiment en psychothérapie et je vois l'avantage maintenant d'allier, voilà, de pouvoir partager des expériences vécues en psychothérapie pour pouvoir mieux intégrer, l'expérience. C'est un grand, avantage. Ouais, à l'époque, la première vraiment, elle m'avait secouée, mais voilà, grâce au groupe, grâce à la force du collectif et ma deuxième cérémonie, fou, c'était un énorme cadeau, je crois que ça a vraiment changé quelque chose sur l'angoisse, hein, parce que, ça a commencé pareil, un truc qui m'envahissait, de peur, quelque chose en moi qui était: tu regardes en face». C'est et à partir de là, il y a eu tout un processus que moi j'appelle de guérison et ça me fait penser là récemment, je lisais un article sur la psilocybine. Il comparait, il y avait des études cliniques là et il comparait, les effets, alors je sais plus, sûrement d'antidépresseurs, je pense, recapteurs à la sérotonine et la psilocybine. Que la psilocybine, elle te fait regarder en face. Alors je dis ça, mais l'ayahuasca, je trouve, c'est aussi son processus. Elle te fait regarder en face quelque chose que tu ne veux pas voir. Alors ça peut être, un peu violent, le terme est peut-être exagéré, mais un peu intense, d'où l'importance d'être bien encadré et de pouvoir, demander de l'aide s'il y a besoin aux gens qui encadrent. Mais une fois que tu regardes en face, il y a quelque chose qui s'ouvre. Moi, la deuxième cérémonie, il y a vraiment quelque chose qui s'est relâché, qui s'est ouvert. J'ai beaucoup, beaucoup de gratitude. Et tu vois, je te parlais de l'anxiété, j'ai plus d'attaques de panique, j'avais peur de l'avion, j'ai plus peur de l'avion. Enfin, il y a un truc, alors attention, je dis pas ça, c'est pas la baguette magique. Je dis ça pour les gens qui regardent. Il y avait tout un processus, j'avais travaillé sur moi avant, et cetera. Mais ça a été le déclencheur. C'est venu vraiment apaiser quelque chose que j'arrivais pas à voir en face. Alors,
sans trop dévoiler sur, des choses intimes pour toi, j'ai l'impression de comprendre à demi-mot que pour toi, finalement, la phase de confrontation que, l'ayahuasca et peut-être aussi la psilocybine, peuvent provoquer, parce que c'est pas forcément pour tout le monde et à chaque fois, mais, voilà, c'est comme un peu un processus incontournable finalement dans l'évolution de finalement regarder vraiment les choses en face. Alors ça me fait penser à ça. Alors en effet, merci de préciser, c'est pas dans toutes les cérémonies comme ça. Donc j'en ai fait, 12 de je suis retournée 3 fois, voilà, au Pérou. Ça a pas toujours été comme ça, mais en tout cas, ce que j'ai observé moi dans mon expérience personnelle, c'est que oui, ça fait comme peut-être sortir du déni, je sais pas, mais regarder en face et s'offrir la possibilité de changer quelque chose. Moi, la deuxième cérémonie, ça a été tout un processus, hein. Je pense que c'était quelque chose autour de la mort. Je pense que c'était une peur très archaïque de la mort. Parce qu'il y avait, tu vois, alors c'est des symboles, hein, mais une pierre qui m'invitait à l'intérieur d'elle et j'entendais une voix qui disait: «Mais si tu y vas, tu en ressortiras pas». Et il y avait: «Bah, c'est pas grave, j'y vais». En fait, c'est venu aussi beaucoup m'apprendre le lâcher prise. J'étais quand même beaucoup dans le contrôle, je le suis peut-être encore un peu, mais alors à l'époque, c'est cette fameuse blague, mais qui est vraie, hein, je faisais mes vacances en tableau Excel, tu vois? J'avais quand même un côté très contrôlant, très, bah, je pense qui venait en contrepoids de l'angoisse, hein. Que, la dialectique de la peur de la mort, que tu soulèves, je pense pouvoir dire sans me tromper que, voilà, c'est, vrai pour le commun des mortels. Nous sommes, finis, nous sommes, mortels et on a nécessairement, une angoisse, une appréhension, par rapport à ça, qu'elle soit consciente, ou non. Alors est-ce que tu dirais que, ton parcours avec, les médecines psychédéliques, donc en l'occurrence l'ayahuasca et la psilocybine, ça t'a aidé de ce point de vue-là? Est-ce qu'il y a quand tu parles de lâcher prise, est-ce qu'il y a quelque chose à cet endroit-là qui a lâché, comme si tu acceptais plus facilement le fait d'être, un être, fini? Oui, alors là, on va dans les grandes questions philosophiques, mais oui, clairement. Alors, bon, là, j'ai parlé ayahuasca, psilocybine, il y a eu aussi le San Pedro, enfin d'autres expériences, en Amérique, du Sud. Hem, c'est oui, ça vient moi, c'est venu vraiment m'apprendre le plus de lâcher prise, plus de confiance, plus de foi. Cette fameuse problématique que j'avais à l'époque, l'envie de quitter mon travail, mais j'étais, dans une grosse boîte avec un salaire correct, c'était quand même, très intéressant. Quitter tout ça pour faire, le travail qui me plaisait et qui m'appelait, c'était c'était pas possible, quoi, hein. En 2017, j'y ai pensé il y a pas longtemps. En 2017, j'étais allée, voir, Stanislas Grof, qui était venu à Paris et je me rappelle, il y avait, Bernadette Blin qui parlait du Césium et à l'époque, je m'étais dit: «Ah, j'ai raté ma vie, c'est ça que j'aurais voulu faire». Mais tu vois, c'était pas concevable pour moi à l'époque que, bah, si, voilà, 8 ans plus tard, j'ai fait le parcours, j'ai fait les 4 ans et demi, j'y suis. Mais tu vois, à l'époque, il y avait comme des œillères, quelque chose qui, ben non, c'est pas possible. Et tout ce travail avec les médecines psychédéliques a fait, dérigidifier, j'ai envie de dire, lâcher les œillères, faire plus confiance, me faire plus confiance, faire plus confiance à la vie, m'ouvrir, vraiment m'ouvrir. Et un peu ce lâcher prise qui est, je me tiens, bon allez j'ose, allez j'ose. Et ça me fait penser que, pour d'autres personnes que j'ai pu connaître et pour moi aussi dans une certaine mesure, quitter le monde du salariat qui est pas un but en soi, hein, je veux dire, je pense qu'on peut aussi avoir un très chouette parcours avec les médecines et être un salarié, quelque part, c'est pas du tout un passage obligé. Hem, Répond un peu à une dialectique de la mort, quoi. Quitter, cette matrice-là de l'entreprise avec, tout le modèle avec lequel on était arrivé, ça peut ressembler à une mort en réalité, donc ouais, ça me parle. Quelque part, oui, c'était en tout cas, je pense la mort d'une image que j'avais de la société, de ce à quoi je voulais correspondre. Tu vois, ça fait vraiment penser à la crise de milieu de vie un peu en avance, parce que j'avais, 33-34 ans, mais ce truc de je me suis construit une identité salariale dans une bonne boîte, je coche toutes les cases, bla 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 et au fond de moi, je suis pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Et ça a été, tu vois, tout ça rentre dans une énorme quête plus grande, de quel sens je donne à ma vie? Qu'est-ce que je veux faire des années que j'ai sur cette terre et cetera? Enfin, tu vois, ça s'inscrit, là-dedans. Mais je trouve que les plantes alors moi, ça a toujours été dans un contexte soit chamanique, soit thérapeutique. Je précise, le truc récréatif, non, je connais pas, puis j'en ai trop peur honnêtement pour pouvoir faire ça. Donc ça a toujours été dans un contexte thérapeutique ou chamanique
et les plantes m'ont vraiment, ouais, ouvert l'esprit quelque part, et donc Ouais. aller vers ce lâcher prise et en effet accepter ce processus de transformation plutôt que de juste de deuil, c'est de transformation, c'est de métamorphose. Moi, je trouve que ça a fait une métamorphose. Donc en effet, mourir à certaines identités pour en recréer des nouvelles, découvrir mon thérapeute intérieur, l'assumer, et cetera, mon auto-entrepreneuse, enfin, voilà. Oui, oui, en fait, j'entends que ce parcours pour devenir thérapeute n'était pas accessible mentalement à l'époque, parce que c'était probablement pas conciliable avec ton narratif, justement, ce narratif que tu as pu laisser derrière toi, et on voit que, enfin, j'interprète peut-être un peu ce que tu dis, mais que c'est ce travail, psilocybine, ayahuasca, peut permettre de finalement accepter la mort d'un narratif qui était identitaire, un peu comme ce que les gens vivent quand il y a le décès d'un proche ou quand il y a la fin du mariage. On se rend compte que c'est une partie de nous qui décède, puisque en fait le narratif était constitutif de notre identité, quoi. Oui, et là, ça me fait penser à ce que j'ai vécu donc avec Renaissance, en Hollande, là, en mars. Parce qu'il y a eu tout cette symbolique, donc après la prise, des truffes, tout justement cette explication de se détacher de son narratif. Les visions que j'avais, c'était je voyais un peu comme des scénarios de vie et 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 l'invitation à se détacher de ça et moi sur le coup j'étais, bof. On me disait: «Mais mets un élastique avec ces scénarios et mets plus de fluidité, de souplesse là-dedans». Ouais, ouais, il y a beaucoup d'enseignements. Alors c'est pour des personnes qui ont peut-être jamais pris, ça paraît étrange, mais c'est des il y a beaucoup d'enseignements. Et je trouve que tu évoques un truc qui me fait penser aussi à des questions qui reviennent souvent. Tu dis: «On me disait», hein, je ferme les guillemets, et en fait, ça ressemble à, au fait d'entendre des messages intérieurs. Est-ce que tu veux en dire plus? Tu peux élaborer là-dessus? Est-ce que dans ton expérience avec nous et dans les expériences précédentes, est-ce que tu as toujours eu des espèces de révélations intérieures, des messages comme ça essentiels? Alors il y a pas toujours eu, pareil, il y a pas une cérémonie qui ressemble à une autre. Par contre, il y en a souvent et c'est vrai que c'est toujours, pour se l'expliquer, on va dire, les champignons m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est les champignons m'ont dit? Est-ce que c'est une part de moi? Est-ce que c'est la conscience? Est-ce que c'est une forme de guérisseur intérieur? Est-ce que ça vient d'une autre dimension? Enfin là, le mystère, voilà, je m'en remets au grand mystère et je fais une parenthèse sur cette histoire de grand mystère parce que quand même j'étais scientifique, je suis très curieuse et ça m'a permis aussi de voir à quel point j'ai fait tout ça pour me rassurer aussi. OK, il y avait la curiosité, mais pour essayer de comprendre et tout ce que ces expériences m'amènent aussi, c'est à lâcher je reste curieuse, hein, et je me renseigne et je reste mais de lâcher un peu cette envie presque crispée de tout comprendre, de vouloir tout analyser et d'accepter l'immense part de mystère de la vie. C'est, en fait, je sais pas, quoi. Il y a plein de trucs, je crois que je savais, mais je ne sais pas et ça, c'est aussi, sur le chemin, hein, ça s'invite. Intéressant, c'est là où on plonge un peu aussi peut-être dans un voyage sémantique autour de ce qu'est, le fait d'être scientifique, tu vois? Avec, le paradigme qui était le tien, microbiologiste, et cetera. Laisser une large part au mystère, à quelque chose qui tient de la foi et de peut-être qui ressemble plutôt à des croyances qu'à des choses, éprouvées et pas facile. Oui, oui. Alors je pense, tu vois, ça me fait rire parce que là, quand je t'entends, oui, j'étais microbiologiste et biologiste moléculaire et je me dis: «Tiens, il y a déjà eu quelque chose qui allait» parce que c'était quoi microbiologiste? Je faisais pousser je travaillais sur les techniques d'identification, de détection, mais c'était de laisser pousser de l'invisible pour le rendre visible. Donc ça me fait rire. Je me dis: «Tiens, il y avait déjà quelque chose, autour de cette curiosité, de ce qu'on ne voit pas et qui pourtant nous agit d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est laisser partir en effet les narratifs et les identifications aux narratifs. Super intéressant. Je pense qu'il y a une question qui intéresse aussi beaucoup les gens. Je me fais un peu leur porte-parole de par les questions que j'entends, si tu permets. En toute humilité, c'est, bon, alors tu as déjà voyagé, ça fait une dizaine d'années que, tu as eu l'occasion de faire des voyages, avec ces plantes, ancestrales, et cetera. Et qu'est-ce qui fait que mars 2025, tu retournes, tu viens tu nous découvres et tu viens nous voir,
pour un voyage encadré, aux Pays-Bas, où c'est légal, hein, de prendre de la psilocybine. Il y a plusieurs raisons, hein, c'est multifacteur. Il y a l'appel. Vraiment, on avait déjà échangé, toi et moi, à ce sujet-là. Là, vraiment, j'avais ressenti un appel. Il y a le côté, que la Hollande, c'est très accessible de la France, et de savoir que c'est légal, c'est quand même, enfin moi je trouve ça, rassurant, je trouve ça aligné, bon bah voilà, c'est légal, il y a pas de questions à se poser. D'ailleurs, j'ai adoré pouvoir en parler, parce que j'aime bien faire un peu de pédagogie, je soutiens les thérapies assistées, par psychédéliques, je garde quand même ma curiosité scientifique et je reste, informée des études cliniques, qu'il y a en France, voilà, je vais lire les publis et cetera quand ça apparaît, parce que voilà, ça vient nourrir ma curiosité à la fois de biologiste et à la fois, de psychoprathe, donc c'est Oui, intéressant. et puis on manque pas de publications dans ce domaine en plus, Il donc y a énormément de publis, la recherche repart, à toute berzingue. Bon, la France est un peu en retard, mais quand même, là, avec le CHU de Nîmes, j'ai cru entendre que les résultats étaient encourageants, donc ça va sûrement repartir. Et puis alors en Angleterre, il y a beaucoup, beaucoup de publis, je crois que c'est le Royal College de Londres, enfin, donc voilà. Pour revenir à ta question, donc il y avait un appel. Il y avait le côté que ce soit un appel, quand je dis un appel, c'est un appel, du cœur. C'est maintenant j'écoute, ça aussi les plantes m'ont appris beaucoup à écouter mon intuition, enfin ce qui se passe dans le cœur. Moi ça se réalise comme ça, par une sensation, corporelle dans le cœur. Le fait que ce soit une retraite dédiée aux auto-entrepreneurs, j'ai trouvé ça, parfait, ça correspondait complètement à ma problématique du moment. Et puis l'idée de prendre du temps, donc vraiment que ce soit une retraite, c'est-à-dire 3 jours et demi, les 2 cérémonies, avec un truc hors de mon quotidien, hors de, tu vois? Voilà, c'est un espace-temps qui est créé, dédié à ça, dédié à la recherche sur soi, au voyage intérieur, à ça m'a beaucoup, motivée. Que le fait que, bon, on a échangé, hein, le protocole de renaissance, le fait qu'il y ait un entretien avant, un entretien de groupe, qu'il y ait, les cérémonies, qu'ensuite il y a un entretien derrière, un entretien de groupe. Enfin voilà, c'était cadré, on avait déjà discuté de l'importance de l'intégration derrière, donc ça me rassurait aussi. Et le fait que vous soyez 3, à nous, accompagner pour 6 personnes, je trouve que ça, c'était super, super rassurant. Moi, dans on a eu 2 cérémonies. La première, j'ai demandé de l'aide à un moment parce que c'était très intense. J'ai demandé à quelqu'un de venir me tenir la main. J'ai à peine levé la main que tout de suite j'avais quelqu'un: «OK, de quoi tu as besoin? Est-ce que tu peux me tenir la main?» Enfin, je me suis sentie en toute confiance et ça m'a permis d'aller, de lâcher encore plus prise, d'aller plus loin, et on avait un peu, enfin, on avait échangé avant, donc il y avait des choses qui m'intéressaient dans la façon de faire, le côté IFS, le côté des différentes parts de soi. Donc moi, je connais un peu plus le dialogue intérieur que l'internal family system, mais c'est quelque chose qui me parle beaucoup, ces différentes parts de soi, en tout cas, moi, en thérapie, j'aime accompagner les gens à réconcilier ces différentes parties, ou de moins les voir, les reconnaître. Et j'avais trouvé ça, l'entretien que j'avais eu avec toi, m'avait encouragée à venir. On avait travaillé avec un de mes objets qui était symbolique, la part qui avait peur, que j'avais emmené à la cérémonie, et voilà. Parce que malgré, beaucoup de cérémonies et différentes plantes, j'ai toujours de l'appréhension. J'ai vraiment, voilà, il y a le côté, je sais que ça peut être puissant, je sais pas forcément où ça va m'emmener, donc j'ai toujours une petite forme d'appréhension avant, même si je suis toujours super. j'entends qu'il y a toujours une appréhension malgré l'expérience et les nombreuses cérémonies, et il y a aussi la conscience que, bah, ça peut être un espace de ressources. Est-ce que tu es allé, en cérémonie finalement, chaque année depuis que tu as eu ta première expérience, ou pas Non. nécessairement? Je rigole parce que donc j'ai commencé en 2016. Quand je suis rentrée en France, je me suis dit: «Plus jamais, j'ai trop eu la trouille». Donc voilà, donc et j'ai ressenti un appel en 2019 et j'ai eu tellement peur que j'ai fait mon testament, j'ai écrit mon testament. Parce que là, Ah je me ouais. suis dit: «Quoi? Je vais aller», parce que là, j'avais l'appel vraiment d'aller, en forêt amazonienne. Je viens de Seine-Saint-Denis, j'ai peur d'une petite araignée comme ça, qu'est-ce que je vais faire?
en forêt amazonienne avec des migales là comme ça, mais non, enfin, j'étais super, non, je j'ai toujours fait à l'appel en moi. Donc tu vois, je suis retournée et ça s'est extrêmement bien passé, vraiment merci, j'ai une gratitude infinie, donc je suis repartie avec les personnes que je connaissais. Moi, j'avais vraiment besoin de me sentir en sécurité, hein. Je suis partie en 2019, je suis repartie en 2020 et tu vois, en 2020, j'ai eu le comment dire? Le message très clair que voilà, tu as eu les infos, maintenant tu bosses dans la matière. Tu vois? Que c'est pas ça sert à rien d'y retourner pour le moment, ça serait une fuite de ma vie. C'est maintenant il y a assez d'infos, tu mets dans la matière et donc il y a eu d'autres cérémonies avec des plantes, mais je dirais que c'est vraiment, à l'appel. Je sens, tiens, à un moment, il y a un truc qui bloque, soit c'est plus comme ça que je fonctionne. J'entends aussi qu'il y a un temps pour, l'intégration, un temps pour aller remuer tout ça, mais au contraire pour, voilà, maintenant incarner, exécuter, ce qui a été, Ouais, ça c'est très important, c'est vraiment l'effet un peu boule à neige, quoi, hein. Tu es quand même secoué, hein, ça secoue et après c'est important de bien intégrer les choses, puis ça peut tiens, j'y repense et puis il se passe quelque chose, puis tiens, je vais réécouter une musique de la cérémonie, puis il se passe quelque chose et ce temps d'intégration est, nécessaire, vraiment très, très nécessaire. On en entend de plus en plus parler. Parce que quelqu'un qui va faire de cérémonie en cérémonie, de plante en plante, en fait, qu'est-ce qu'il fuit? Il y a un moment, le but de tout ça, c'est comment moi je vais incarner ça dans mon quotidien, dans voilà, dans la vie, quoi. C'est pas une fuite. l'état de conscience dans lequel on est ici maintenant, c'est celui dans lequel on passe 99,9999999 passes, je suis assez d'accord. Et merci parce que, tu partages avec beaucoup de générosité, je trouve, bah, ton parcours, tes insights, ce que tout ça t'a apporté. Et je pense que ça répond à des questions intéressantes pour les gens qui sont peut-être là maintenant, à l'heure où on se parle, en train de se poser la question de: «Est-ce que ce truc est pour moi? Et qu'est-ce que ça pourrait éventuellement m'apporter? Dans quelle mesure est-ce que je suis prêt ou pas?» Et donc ça, c'est chouette et ça m'amène un peu à, te poser une question que j'avais en tête depuis tout à l'heure, qui est finalement, donc une longue expérience avec, les champignons, une longue expérience avec, l'ayahuasca. Je pense qu'il y a aussi des gens qui se demandent quelle différence un peu, entre les 2. Est-ce que l'un et l'autre sont, tout aussi intéressants? Alors, avant même de te poser la question, je voudrais bien sûr dire que, la réponse ne peut être que subjective. Et elle n'a pas valeur de vérité, mais je pense que c'est en croisant un petit peu cette question à différentes personnes, et peut-être moi j'aurai l'occasion de la poser sur cette chaîne ici à d'autres gens, que les gens peuvent se faire un peu une idée. C'est pas évident, parce que vraiment, chaque cérémonie est différente en fonction du contexte, des gens qui guident, de toi où tu en es, donc c'est vraiment pas facile de décrire. J'aurais tendance à croire que l'ayahuasca est beaucoup plus puissante d'une certaine manière. En tout cas, elle a une portée très chamanique, je trouve. Là, pour moi, les champignons et la psilocybine sont peut-être plus appropriés pour tout ce qui est thérapeutique. Alors c'est attention, c'est juste une croyance, mais c'est dur de décrire. Peut-être que c'est plus accessible, les champignons ou les truffes à psilocybine bien encadrées, hein, c'est peut-être, moins, parce que l'ayahuasca des fois, vraiment moi quand je pense à ma première cérémonie, vraiment ça a été heureusement que j'étais bien encadrée parce que là je me voyais finir en HP. Enfin ça a été, un énorme bouleversement pour moi, ce qui n'a jamais été le cas avec, les truffes. J'ai des fois, j'ai rencontré mon enfant intérieur, enfin, j'ai eu des choses des fois, mais plus thérapeutiques quelque part. Alors peut-être c'était l'intention, peut-être c'était voilà, c'est pas évident, mais j'aurais tendance à dire que c'est peut-être un peu plus facile d'accès. D'accord. En plus, la psilocybine, tu peux plus facilement avec les truffes, tu peux un peu plus facilement doser, l'ayahuasca quand tu fais ça par les hommes enfin avec les hommes médecine, même si tu dis une petite dose, tu sais pas du tout la petite dose ou grande dose, de toute façon ça va t'emmener à un endroit, enfin, c'est peut-être, plus rock'n'roll. C'est pas du tout scientifique ce que je te dis, j'en ai aucune idée, je c'est difficile de comparer, mais si je devais en parler à des personnes, alors avec, toutes les mesures, parce qu'en France, on sait bien qu'on ne peut pas parler de ces médecines, sous un aspect, positif, hein, à cause de la loi, enfin et cetera. La loi interdit de les présenter sous un jour positif. Voilà.
Mais je trouve que, tu vois Dois rappeler que, ça comporte des risques, qu'on ah bah, ouais. n'incite ici personne à consommer, quoi que ce soit, surtout pas dans un pays où c'est pas, légal, à bien se renseigner, à toujours être conseillé par un médecin, à faire ça de façon, sécure et encadrée et à rappeler qu'effectivement, oui, c'est pas de tout repos et puis ça comporte certains dangers, donc il faut être bien accompagné. Ouais, faut être bien accompagné, prendre le temps de l'intégration. On le sait, tous les psychédéliques, le set and setting, c'est très, très important. Il semble que tu en parles dans les vidéos et ça, on le trouve, partout, on le sait, l'environnement et l'état d'esprit dans lequel on est. Le grand danger, c'est le bad trip, hein. Moi, je pense que l'ayahuasca, le premier, franchement, je pense que c'était un sacré bad trip. Je suis allée dans une angoisse folle, hein. C'était une forme d'énorme crise d'angoisse généralisée, enfin donc oui, oui, c'est vraiment avec beaucoup de précautions. Mais je pense que le fait, tu vois, que les truffes soient légales en Hollande, déjà ça peut rendre accès plus facilement à des personnes, enfin et puis, alors moi je reste avec ma petite casquette scientifique, mais c'est vrai que la psilocybine est très étudiée. Elle est quand même très étudiée et ça je trouve ça vraiment super rassurant. Il y a énormément de données, il y a des données sur l'ayahuasca, qui est plus utilisée dans un contexte chamanique, mais les truffes, les champignons, c'est quand même très étudié. Là, tu vois, on parlait, au CHU de Nîmes, en France, donc l'année dernière, l'étude clinique, c'était sur de la psilocybine. Donc c'est quand même, une substance qui a prouvé, corrige-moi si je me trompe, mais des effets sur la dépression, sur, les addictions, sur, justement l'anxiété, la peur de la mort, particulièrement pour les soins palliatifs, et puis une quatrième que j'ai oubliée. Sur le trauma, le syndrome de stress post-traumatique, ce qui est le cas aussi pour l'ayahuasca en passant, mais on a également des résultats, assez intéressants, mais dans des études moins nombreuses sur les TOC. D'accord. Voilà. Réduction des symptômes, ouais, au niveau des, obsessions, compulsions, ces troubles-là sont aussi, il y a des gens qui font un travail sur ce sujet. Parce que oui, ça vient bouger la plasticité, neuronale, ça permet de changer des croyances et cetera. Enfin, voilà. Moi comme ça, c'est dur de faire la différence, donc c'est vraiment, je parle de moi, quoi. Je vais dire que l'ayahuasca pour moi est très puissante, très chamanique. Je verrais la psilocybine plus thérapeutique, plus en outil thérapeutique, plus facilement gérable aussi, au niveau dose, au niveau acceptation par les personnes. J'entends donc, dans ce que tu me dis, l'ayahuasca serait, on va parler au conditionnel et c'est un partage subjectif, quelque chose de plus chamanique. Ce que je crois comprendre quand tu dis chamanique, c'est-à-dire, plus en spirituel, qui va jusqu'à la dissolution de l'ego, au profit de la rencontre avec, mère nature ou la matrice, que sais-je encore. Ça, ce serait ce qui est plus chamanique, tu me corrigeras si c'est pas ce que tu voulais dire. Tandis qu'avec la psilocybine, dans tes expériences à toi tout du moins, ça t'a permis de peut-être, mieux te remettre en question, de guérir émotionnellement, mais moins partir dans ces espaces, plus mystérieux. Est-ce que c'est ça? Alors en énorme raccourci, alors parce que c'est pas complètement exactement ça, mais en énorme raccourci, c'est difficile de décrire ces expériences. Alors, c'est un peu j'ai eu une cérémonie, avec, les truffes qui pour moi a été très chamanique dans le sens où elle m'a emmenée dans une autre dimension que moi je nomme le pays des ancêtres, c'est comme ça que je l'appelle, quoi. C'est une dimension particulière, avec des visions particulières que je retrouve, que j'ai retrouvées plusieurs fois dans des cérémonies, une forme de dimension. Ça m'est arrivé une fois et avec l'ayahuasca, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais c'est dur de comparer vraiment parce que ça dépend aussi tellement du contexte, de et quand je dis chamanique, le mot que je mets, oui, on pourrait dire spirituel, mais avec les truffes, j'ai aussi eu des expériences qui ont été, très très de reliance avec la vie, quoi, et des choses. Notamment en mars, avec nous à Eindhoven, si j'ai bonne mémoire. Ouais. Mmh et j'ai aussi entendu dans ce que tu disais qu'il y a peut-être bah, déjà beaucoup d'études sur la psilocybine, donc c'est rassérénant et quelque chose de plus, graduable aussi. C'est plus facile de doser et c'est vrai que dans nos retraites, on a une attention particulière là-dessus. Tu sais, combien tu prends aussi en 2 temps, ce qui te permet de ton voyage et puis à chaque, retraite, on a 2 cérémonies, ce qui te permet aussi de l'une à l'autre d'adapter, heu, les choses. Eh ben, c'était, très riche.
Vraiment, j'ai beaucoup de gratitude et je te remercie infiniment pour avoir pris, ce temps, pour être venu, pour avoir pris du temps à toi, pour partager avec les gens. Je pense qu'on a été au service de ces messages qui sont parfois un peu plus grands que nous et qu'on a du mal à nommer et voilà, à détourer et pour autant, ben, on fait l'effort d'essayer de communiquer quelque chose. Est-ce que, en guise de conclusion, tu aurais envie d'ajouter, voilà, quelque chose soit dont on n'aurait pas parlé, soit un mot, adressé, aux personnes qui, à ce stade, n'ont jamais vécu une expérience comme celle-ci et se posent la question d'y aller ou pas. Mmh. Alors déjà, moi j'ai beaucoup de gratitude pour, les plantes, pour les gens qui guident sur ce chemin, qui accompagnent, enfin vraiment, ça vient vraiment ouvrir le cœur, toucher quelque chose, donc c'est merci beaucoup, et puis à ces traditions aussi, hein, ça relie aux traditions ancestrales avant tout. Des années et des années que des peuples, gardiens de la terre utilisent ces médecines, donc je trouve il y a aussi, quelque chose de cette reliance, qu'on le veuille ou non, qui nous relie à ça. Quant aux personnes qui se posent la question, je leur dirais déjà de faire de l'écoute intérieure, de pas faire parce qu'on leur dit de faire. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce qu'ils ressentent et d'en parler, de se renseigner. Il y a vraiment beaucoup de choses qui existent maintenant sur internet, ils peuvent appeler, enfin, il y a, vraiment de se renseigner que c'est pas anodin. C'est pas la baguette magique, non plus. C'est des catalyseurs. Ça peut amener, des grands changements, mais il y a le côté être prêt, déjà pour ce changement, l'accepter et il y a quand même une notion de traversée. C'est pas la baguette magique, hein, je prends ça, ça résout tous mes problèmes. Non, c'est ces plantes, elles te disent: «Tiens, tu veux voir tes problèmes? Regarde» et à partir de là, tu peux en faire quelque chose. Ou pas. Ou pas, d'ailleurs, oui, exactement, merci de le préciser. Voilà, c'est pas j'insiste sur le truc, c'est pas la baguette magique, youpla-you, quoi. Et que Mmh. ça demande, on en a parlé, mais voilà, une préparation, un encadrement et que la qualité, enfin vraiment le satin setting est très important parce que j'ai déjà discuté avec des gens qui me disent: «Moi je fais ça comme ça, avec des amis», c'est pas du tout pareil, ça n'a vraiment rien à voir. C'est voilà, c'est une autre façon d'expérimenter et pourquoi pas? Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous appelle là-dedans? Pourquoi vous posez ces questions? Et renseignez-vous, demandez des témoignages. Il y a vraiment beaucoup de choses, donc voilà ce que j'aurais envie de dire. Merci beaucoup pour, ce dernier message empreint de sagesse. C'est effectivement, je pense, 2 démarches très différentes de, voilà, vouloir, je ne sais pas moi, consommer, une substance, psychotrope, chez soi ou entre amis, et cetera. Chemin, plutôt thérapeutique, encadré, accompagné, où il est fait grand cas de préparation, de contexte hein, et de travail d'intégration après pour, justement revenir ici, dans le monde réel, en faire quelque chose de bénéfique pour soi, parce que c'est le but. Merci Merci infiniment beaucoup et à bientôt. et à bientôt. Merci. Heu Pas du tout.